Écoute, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Euh, voilà. Ça fonctionne. Ok, parfait. Bonjour à tous. Merci Christelle pour cet exercice difficile parce que le plan loup, il est quand même assez bien, assez complet. Peut-être, peut-être tout d'abord saluer le travail fait par la Socopro et l'excellente collaboration qu'on a depuis le début. Que ce soit au travers des discussions sur le plan loup, que ce soit au travers de la collaboration qu'on a avec les membres du réseau loup qui proviennent de la Socopro au vin Caprin. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous, parce qu'il faut bien reconnaître que nous, DEMNA, département de l'étude du milieu naturel et agricole, c'est un monde qui quelque part nous échappe un peu, le milieu de l'élevage au vin en particulier. Et donc, c'était important d'avoir des experts à nos côtés justement pour pouvoir répondre à certaines questions précises par rapport au plan loup ou par rapport à des questions purement pratiques sur le terrain, notamment avec Benoît Bolcart qui nous a déjà beaucoup aidé dans le cadre de travaux d'étudiants, etc. Je ne sais pas si tu veux que je revienne sur un point ou l'autre qui me paraissait peut-être un petit peu incomplet au niveau de ton analyse, ou si je passe directement dans le vif du sujet, on garde la suite pour la discussion. Mais je Si- pense que voilà, la discussion, c'est peut-être plus pour les gens qui ont des questions, Oui, mais ok, effectivement, si tu as des d'accord. points à compléter, n'hésite surtout pas. Ben, écoute, on verra si ce sont des points qui reviennent dans la discussion. Il y avait juste peut-être deux, trois petites imprécisions qu'on peut évoquer sur le côté si tu veux aussi. Euh, Mais n'hésite pas, hein, vraiment, ça, je pense que ça permettra d'objectiver les choses. Bon, il y a peut-être un point, mais je parle aussi sous le contrôle de Vincent Choquer qui a rédigé principalement le plan, mais il me semble que les indemnisations ne sont pas conditionnées dès la deuxième attaque sur un troupeau. Je crois qu'on ne cite pas de nombre, mais je ne pense certainement pas que c'est dès la deuxième attaque que on est privé d'indemnisation si on n'a pas protégé son troupeau. Mais voilà, ce sont des petits détails qui peuvent quand même apporter une différence dans la Mhm. perception du monde de l'élevage par rapport au plan loup. Oui. Voilà. Il me Euh, semble que c'est, avec précision, il me semble que c'est dès la seconde attaque, sauf si le retard de mise en œuvre des moyens de protection n'incombe pas à l'éleveur. Il me semble. Mais effectivement, à vérifier. à Et ça se trouve dans vérifier, le plan loup. vérifier, oui, tout à fait. Hein, pour moi, ça me semble un peu sévère, mais voilà. Je voulais juste simplement aussi préciser le rôle du DEMNA par rapport au suivi du loup et au plan loup. Donc, le département de l'étude du milieu naturel et agricole, il est essentiellement spécialisé dans la collecte de données liées à la conservation de la nature. Euh, Vous avez notamment au département une direction qui s'appelle la direction de la nature et de l'eau qui est chargée par exemple, de tout ce qui est suivi espèce Natura 2000. Le loup est une espèce protégée Natura 2000, donc typiquement notre rôle est d'assurer son suivi. Ça implique évidemment un rapportage au niveau européen tous les 6 ans vis-à-vis de toutes les espèces Natura 2000, pas uniquement que le loup. Hein. Vous avez d'autres espèces beaucoup moins emblématiques ou beaucoup moins passionnelles que le loup qui font l'objet d'un rapportage tous les 6 ans. Et ça peut être évidemment un problème si on ne rapporte pas et si on ne met pas tout en œuvre pour protéger cette espèce vis-à-vis de l'Europe. Donc voilà, on reste dans un cadre, nous on fait notre boulot en tant que DENA de monitoring du loup et pour tout ce qui concerne les aspects gestion, là c'est de la responsabilité du département nature et forêt. Donc, la mise en œuvre du plan loup, par exemple, c'est de la responsabilité du département nature et forêt. Le DENA est intervenu comme conseiller scientifique vis-à-vis du département nature et forêt sur base des questions plus scientifiques qui sont alors traduites sous forme d'un document mis en application par le DNS sur le terrain. Voilà, ça c'était peut-être pour repréciser un tout petit peu notre rôle ici. Je vais passer donc à la présentation du réseau loup et refaire un petit peu comme tu l'avais fait pour le plan de gestion, un historique du réseau loup. En fait, la réflexion est vraiment arrivée sur la table à partir de 2016, notamment suite à certaines attaques sur brebis du côté de chez Stein, justement, qui nous en parlera certainement par la suite. C'est aussi en lien avec tous les contacts que nous avions, notamment Vinciane Choquer, avec les collègues étrangers qui nous prévenaient quelque part du retour inévitable du loup dans nos contrées, suite à ce qu'on pouvait observer évidemment en France ou en Allemagne.
À partir de ce moment-là, donc, on a décidé d'envoyer en mission 5 collègues, soit de l'administration, soit de l'université de Liège, se former en France à l'ONCFS à l'époque, donc qui est l'Office français de la biodiversité actuellement, donc chez Éric Marboutin. Ça, ce sont, disons, l'embryon, disons, du réseau loup tel qu'il a été formé au printemps 2016. Par la suite, on a essayé en fait d'alerter le ministre de l'époque, Monsieur Collin, qu'il était en fait grand temps de se préparer au retour du loup et de mettre en place toute une série de mesures pour assurer un bon accompagnement du retour du loup, et que cet accompagnement passait inévitablement par une bonne connaissance de l'animal, de ses indices de présence, et donc par la constitution d'un réseau loup. On a voulu aussi faire en sorte que ce réseau ne soit pas centré sur l'administration, et donc on a voulu l'ouvrir à d'autres disciplines et à d'autres partenaires. Donc il y a eu toute une phase d'identification des partenaires fin 2016, désignation des représentants des différentes parties prenantes en mars 2017 pour finalement une formation dispensée par l'Office français de la biodiversité à une trentaine de personnes sur une durée de 2 jours et demi, avec, disons, une partie théorique et une partie pratique, qui était en fait relativement intensif, à la fois sur le loup, mais également sur le lynx. Et ce n'est finalement qu'en juin 2018, en gros après les élections, non, parce que les élections ont eu lieu en mai 2000, non, pardon, en 2018 pour les régionales, oui, il y a eu une décision prise par la ministre actuelle de mettre sur pied un plan de gestion pour le loup. Alors, les partenaires du réseau, eh bien, ils sont nombreux. Il y a tout d'abord la structure, l'ossature globale qui est composée de l'administration avec notre département qui pilote, disons, ce réseau, qui l'anime, qui centralise l'information. On est basé à Gembloux, mais on a aussi une cellule basée dans les Hauts-de-Fagne, donc ça nous est évidemment bien utile. Le département nature et forêt, parce qu'il est présent sur le terrain, il assure en fait une bonne représentativité du réseau sur l'ensemble du territoire wallon. Et donc, on a formé un agent par direction du département nature et forêt pour avoir la couverture sur l'ensemble du territoire wallon. Et puis, les autres partenaires, bien évidemment, il y a la Socopro, qui est évidemment incontournable, puisqu'on a besoin d'experts au niveau de l'élevage ovin, qui est, il faut bien reconnaître, le premier exposé par rapport au retour du loup, par rapport à d'éventuels conflits à venir. On a voulu également impliquer une série de partenaires tels que les naturalistes. On a un membre de Natagora, du VVF, du Cercle des naturalistes de Belgique, le Saint-Hubert Club de Belgique pour les chasseurs, et puis des scientifiques, le laboratoire de zoogéographie, donc des biologistes de l'Université de Liège, des vétérinaires, une partie pour les vétérinaires de la faune sauvage, une partie pour les vétérinaires plutôt basés faune domestique au Sartillement. On a ajouté à ce réseau un laboratoire de génétique, puisque pour les raisons déjà évoquées par Christelle, c'est évidemment un outil qui nous est très précieux dans le cadre du suivi individuel des loups. Et puis l'ASBL Forêt Wallonne, qui elle est plus chargée d'aspects de communication par rapport au réseau. En ce qui concerne donc la création de ce réseau, ce qui en fait était important, on se doutait évidemment que ça allait être un sujet compliqué. Le retour du loup, forcément, ne laisse personne indifférent, hein, que ce soit en bien ou en mal. Et donc, l'idée était vraiment d'éviter qu'il y ait des réseaux qui se créent d'eux-mêmes, comme on a par exemple le cas en Flandre, où on a l'ASBL LASCAP qui a pris un petit peu le leadership du suivi du loup en Flandre. Pour nous, il était important qu'on démarre tous dans la même barque, que ce soit l'administration, que ce soit les ONG, qu'on puisse réellement faire l'unanimité entre guillemets, de sorte qu'on évite les rumeurs, qu'on gagne beaucoup de temps quand on ne doit pas justifier que tel cas c'est plutôt un chien ou c'est plutôt un loup. Donc ici, on est parti sur une approche systématiquement scientifique et collégiale, je dirais, ce qui nous permet en fait d'éviter beaucoup de discussions stériles quant à l'origine
du problème qu'aurait connu un éleveur ou un chasseur ou que sais-je. Donc l'idée était vraiment d'avoir des informations les plus objectives possibles, validées et officielles, et qui soient directement utilisables par la presse, par exemple, au travers de communiqués qui proviennent du réseau Loup. Donc l'idée, c'était d'avoir une marque de fabrique qui soit voilà, quelque chose qui vient du réseau Loup, c'est quelque chose a priori de sérieux. En tout cas, c'était l'objectif que l'on voulait. Important aussi, c'est que comme on a une assez grande diversité d'horizons au sein du réseau Loup, ben, ces personnes du réseau peuvent elles-mêmes jouer le rôle de relais auprès de leur propre association. Et donc, ont quelque part aussi un crédit que nous n'avons pas spécialement parce qu'on ne connaît pas les gens, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire nos preuves auprès de ces associations. Alors, comment travaille-t-on bien, on va essayer de mettre à profit tous les indices possibles que l'on rencontre sur le terrain. Donc, en fait, les observateurs qui ont été formés pendant 3 jours sont capables eux-mêmes sur le terrain d'identifier des indices, utilisent en fait des procédures qui nous ont été enseignées par les collègues français, et ces indices relèvent de différentes sources. Les observations visuelles, alors c'est toujours mieux s'il s'agit de photos ou de vidéos. Autrement, si c'est juste un témoignage, il est pris au travers d'une interview téléphonique, par exemple. Tout ce qui est proie, domestique et sauvage, là, on va analyser évidemment la manière dont l'animal a été mis à mort, la manière dont la consommation a eu lieu sur l'animal, éventuellement prendre des échantillons ADN en espérant pouvoir récupérer de la salive du prédateur. Il faut, là, je me permets d'insister qu'il faut évidemment nous prévenir le plus rapidement possible en cas de découverte d'un animal supposé attaqué par un loup, parce que les premières heures sont évidemment très importantes pour éviter que des indices disparaissent ou que des charognards viennent masquer en fait la cause réelle du décès de l'animal. Bon, présence d'un cadavre de loup, on n'en a pas encore eu, ça viendra sûrement un jour ou l'autre, essentiellement à cause d'accidents de la route. On a déjà eu pas mal de doutes avec des chiens retrouvés au fond des bois ou le long des routes. Les excréments, très important pour nous parce que c'est un indice que l'on peut mettre à profit, notamment au travers de l'ADN. Le labo de génétique sont plus facilement qu'avec de la salive capables d'identifier l'individu à partir d'excréments. Les empreintes, l'urine au sang, les empreintes, c'est beaucoup plus compliqué à interpréter. En tout cas, ça ne donne pas souvent lieu à une identification formelle d'un indice. Donc voilà, tout est bien codifié, tout est bien standardisé. Alors, comment évoluent les données? Donc, si on est informé d'une donnée, d'un indice de loup sur le terrain, en fait, il y a 3 portes d'entrée possibles. La principale, c'est aller sur le site réseauloup.be. Alors là, soit vous utilisez le numéro de téléphone qui est indiqué sur le site, soit vous utilisez le formulaire en ligne. J'y viendrai par la suite. Soit vous prévenez l'agent DNF local, le forestier du coin que vous connaissez. Ils sont normalement informés de la procédure à suivre et nous contacteront. Soit vous connaissez des gens au sein de la Socopro, il y a 3 membres du réseau Loup, eh bien vous pouvez passer par eux. Si c'est plus facile pour vous, il n'y a aucun souci, ils sont là pour ça également. Alors, toutes ces informations-là vont être centralisées au niveau du DEMNA, au DEMNA où ils vont être de toute manière encodés. Chaque indice, chaque indice de présence est pris en compte. Certains peuvent sembler farfelus. On reçoit parfois des photos d'un loup qui a été chargé dans une voiture parce qu'il attaquait une chèvre. Bon, on va quand même passer un coup de fil pour voir de quoi il retourne, mais disons que chaque indice est pris en considération. Pour l'instant, le jour où on sera débordé, on verra. On fera peut-être un tri à ce moment-là. Le DEMNA va alors contacter un expert formé au niveau du réseau Loup, et cet expert va être chargé de mener une enquête sur le terrain, de récolter les informations dont il a besoin pour lui-même émettre un premier avis. Cet avis va revenir au DEMNA et va être soumis à des validateurs. Donc les validateurs, en fait, c'est au sein du réseau, ce sont 3 experts, donc ce sont les personnes qui sont les plus habituées ou en tout cas les plus connaisseuses de la matière loup, qui vont donner un avis sur le formulaire qui a été complété par l'expert. Quand on a la chance de pouvoir disposer d'un échantillon ADN, évidemment, on peut
se passer de l'avis des validateurs si on reçoit une réponse exploitable de la part du laboratoire de génie. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la donnée, qu'elle soit positive ou négative, peut être diffusée via le réseau Lou ou via le site internet réseaulou.be. Alors justement, si vous tapez réseaulou.be, vous arrivez en fait sur le site biodiversité.wallonie.be, sur la page du loup. Vous avez différents onglets avec le loup qui est une présentation de l'espèce, le réseau loup qui vous explique un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer juste maintenant. Vous avez aussi un onglet carcasse qui vous permet déjà de vous faire un premier diagnostic sur base de ce que vous observez sur le terrain. Des explications concernant le soutien financier, comment obtenir l'indemnisation, etc. Un bilan du suivi. Et au milieu, vous avez la case nous contacter qui permet justement d'accéder à ce fameux formulaire en ligne. Petite précision, le site est traduit en allemand. Le plan loup en tant que tel est disponible en langue allemande également, pour ceux qui seraient intéressés. Et si vous cliquez sur nous contacter, vous arrivez en fait sur un formulaire en ligne qui reprend une carte où vous devrez localiser votre observation, la décrire, mettre vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Et généralement, ça c'est vraiment le meilleur moyen pour nous contacter rapidement, puisqu'on est 4 à disposer, disons, d'une alerte sur notre smartphone, et que ce soit le week-end, la semaine, en soirée ou n'importe quand, on peut être très réactif par rapport à ça et donc envoyer quelqu'un sur le terrain. Alors le réseau loup, bien, il est né évidemment avant le plan de gestion parce qu'on pense que c'est bel et bien un outil complètement indispensable pour pouvoir mener à bien la gestion, ou en tout cas faire en sorte que le retour du loup se passe de la moins mauvaise manière possible. Alors on l'a voulu pluridisciplinaire ce réseau, d'abord, pardon, en faisant intervenir différents horizons, différentes parties prenantes, également différents scientifiques, aussi bien vétérinaires que biologistes que généticiens. On a pris le parti de jouer la transparence avec les informations relatives au loup parce que ce serait complètement contre-productif de vouloir cacher les choses, et c'est un petit peu ce qui a été reproché en France, notamment lors du retour du loup dans le début des années 90. On a eu l'impression que les autorités françaises avaient caché certaines choses, et de ce fait-là, il y a toujours eu une forme de méfiance vis-à-vis des autorités de la part des éleveurs comme des chasseurs. Une bonne cohérence dans la communication, et puis on essaye de s'améliorer. On a des cas vraiment qui nous paraissent qui ne sont pas des cas d'école, et on est confronté régulièrement à des situations qui sont bizarres. Il faut savoir que le loup peut effectivement provoquer des dégâts qui sont pas nécessairement tout à fait typés, et on continue d'apprendre par rapport en tout cas à la collecte des indices. Donc à plusieurs niveaux, on essaye de s'améliorer par des conférences, par des suivis de formation, que ce soit chez nous, que ce soit aussi à l'étranger. En tout cas, on espère pouvoir bouger assez rapidement. À moyen terme, on compte aussi élargir le réseau loup vers d'autres disciplines, notamment vers le bien-être animal, vers l'Union professionnelle des vétérinaires, vers l'Union des villes et des communes, etc. Donc, c'est un groupe dynamique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des besoins, on estime que le réseau loup en tant que tel doit pouvoir s'adapter et s'agrandir éventuellement, sans non plus créer une grosse usine à gaz non plus. C'est pas l'idée. Voilà, ça c'était la partie pour vous expliquer la genèse et le fonctionnement du réseau loup. Maintenant, je vais vous faire un petit compte-rendu de la situation, ou plutôt de l'historique des observations de loups chez nous. Alors, petit rappel, nous sommes concernés par un retour naturel. On entend parfois, mais pourquoi est-ce que vous avez réintroduit le loup en Belgique? C'est vraiment stupide. Le loup n'a pas été réintroduit. Christelle l'a bien dit, le loup potentiellement a tout ce qu'il faut pour revenir tout seul. Vous avez en fait sur cette carte qui commence déjà à dater les populations qui nous concernent. Donc à l'est, vous avez la population germano-polonaise qui en fait
la population, la lignée qui a commencé à recoloniser l'Allemagne. Au sud, vous avez la population des Abruzzes qui a commencé à recoloniser la France. On voit que c'est un processus relativement lent, puisque les premiers loups sont arrivés en France en 1992, en 2000 en Allemagne. Il faut considérer aussi qu'il y a 200 ans, l'ensemble du continent européen était couvert par une population de loups et que c'est au fil de de son éradication systématique que des populations, des lignées se sont constituées au fil des siècles pour constituer le loup de lignée italo-alpine et le loup de lignée germano-polonaise. Alors, ce qui est très clair, c'est que ces populations, depuis qu'elles ne sont plus persécutées, depuis finalement la Convention de Berne et la directive Natura 2000, eh bien, ces populations se reconstituent et, compte tenu du gros potentiel de déplacement de ces animaux, ils reviennent progressivement recoloniser les territoires qu'ils ont perdus. Alors, la situation par rapport au moment où le loup a été éradiqué, elle est quand même assez différente. C'est vrai que en termes de densité humaine, en termes d'occupation du milieu rural, c'est très différent. Le point, c'est que pour le loup, le plus important sont les ressources alimentaires. Et les ressources alimentaires en termes de faune du gibier, évidemment, sont beaucoup plus importantes à l'heure actuelle qu'elles ne l'étaient à la fin du 19e, quand le loup a disparu de nos contrées. Depuis les années 70, on a connu des croissances exponentielles en grand gibier, que ce soit cerf, chevreuil, sanglier, qui fait que quelque part, il y a un potentiel alimentaire important chez nous. Ajouté à cela, de par la plantation massive d'épicéas en Wallonie à la fin du 19e siècle, on a eu un accroissement de la superficie forestière qui peut abriter du gibier, donc convenir également au loup. Donc la situation entre le moment où le loup a été éradiqué il y a 120 ans et à l'heure actuelle, elle est quand même fort différente. Alors venons-en au bilan. Si on revient au premier cas, alors ce n'est pas le tout premier cas probablement, puisqu'il y a eu du côté de Beaurain en 2011 déjà une observation faite d'un loup. Le loup, vous allez le voir, en fait, circule énormément en Wallonie depuis plusieurs années. Mais c'est pas pour ça qu'on a des dizaines et des dizaines de loups en Wallonie. Donc, on a des loups qui circulent, mais on n'a pas encore, vous le verrez, plus qu'un seul loup implanté chez nous pour l'instant. Alors, le premier cas diagnostiqué et validé par ADN un peu tardivement, il est vrai, c'était du côté de Samré, 2 attaques sur moutons, donc plateau détail, en été 2016. Ensuite, rien jusque juin 2018 avec l'arrivée du loup des Hauts-de-Fagne, qui sera baptisé par la suite le loup Akela, qui est en fait le seul loup connu, en tout cas, qui soit toujours présent chez nous à l'heure actuelle, et qui se cantonne sur un territoire relativement étroit autour duquel on a délimité cette fameuse zone de présence permanente, qui n'est pas encore publiée à l'heure actuelle, mais je peux déjà vous le dire, ça fait une quarantaine de milliers d'hectares à l'intérieur de laquelle les différentes mesures du plan de gestion s'appliqueront. Si on passe en 2019, la première partie de 2019, donc les 6 premiers mois, on a eu l'apparition d'un loup qu'on appelait le loup d'Ebly, qui a été vu à plusieurs reprises, qui a été génotypé, qui lui, contrairement aux autres individus, est un loup de lignée italo-alpine, ici, alors que Akela et le loup de Samré étaient des animaux d'origine germano-polonaise. Si on prend le deuxième semestre 2019, on a eu, vous voyez, les traces dans les Hauts-de-Fagne correspondent toujours probablement au loup Akela. Vous voyez qu'on a encore présence du loup d'Ebly dans le sud. On a une observation visuelle dans le Condro, près d'Avlanges, d'un loup qui a été photographié. Donc, il n'a pas été génotypé, il a été uniquement photographié. Et puis, un autre loup
qui a été identifié du côté de Butchenbach sur base d'excréments trouvés à proximité d'une dépouille de cerf. En 2020, premier semestre, on se retrouve là, toujours avec le loup Akela dans les Hautes-Fagnes, mais également en présence d'excréments d'une femelle à proximité du territoire d'Akela. Alors, on pensait à ce moment-là qu'on aurait probablement constitution d'une meute en Wallonie, et jusqu'à présent, on n'a pas pu le vérifier. Donc, le loup Akela est toujours observé, mais seul, et on n'a jamais eu d'autres traces de cette femelle. Puis, également, une prédation sur mouton dans le village de Offray, commune de Malmedy, si je ne m'abuse. Et encore au mois d'avril, du côté de Bricmont, la prédation sur 2 agneaux, probablement un loup de passage, puisqu'on n'a pas eu d'autres cas dans la région par la suite. Alors, il y a encore une photo prise dans le Namurois du côté de Gèvres. Je ne l'ai pas localisée sur carte parce qu'on n'a pas la localisation précise. Mais voilà, donc il s'agit essentiellement, mis à part ce loup Akela, d'animaux qui circulent jusqu'aux données les plus récentes qui remontent à l'été dernier, où vous avez toujours la patte située au niveau des Hautes-Fagnes qui correspond à un indice validé pour Akela. Et puis ces 2 autres indices qui correspondent en fait à un autre loup en dispersion qui nous a posé problème puisqu'il a, sur les 15 jours qu'il a mis pour traverser la Wallonie, il a quand même fait des dégâts sur 2 veaux et sur 5 moutons. Donc, dans un temps très réduit, cet individu-là, qui était connu, en fait, qui avait déjà séjourné 3 semaines en Flandre, qui avait traversé les Pays-Bas, qui avait déjà causé énormément de dégâts, eh bien cet animal, typiquement, qui était surnommé Billy en Flandre, est un animal qui est un loup qu'on pourrait qualifier de problématique. Pourquoi? Parce que une attaque de veau sur des veaux nouveau-nés en prairie reste tout à fait possible et pas nécessairement lié à un loup problématique. Dans ce cas-ci, ce loup est rentré dans l'exploitation pour aller se servir au niveau de l'étable. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il n'y a plus cette distance par rapport à l'être humain, à l'exploitation en tout cas où se trouvent les bovins, eh bien on peut considérer qu'il s'agit d'un loup à problème. Alors, vous voyez très bien ici qu'il y a une importance d'avoir un suivi, et si possible un suivi individuel de ces loups, d'où l'importance de l'outil génétique. À l'heure actuelle, le loup Billy, il est loin, mais on est évidemment bien content qu'il soit loin, mais on sait qu'il s'agit du loup Billy, et par rapport à celui-là, les 8 autres loups qui ont été génotypés chez nous, eh bien, ont effectivement, dans certains cas, créé des incidents auprès de troupeaux. Mais en réalité, on pense très fort qu'on sous-estime le nombre de loups qui sont déjà passés par chez nous, tout simplement parce que les loups sont généralement relativement discrets et vont préférentiellement prédater de la faune sauvage sur laquelle on n'a évidemment aucun contrôle, aucune maîtrise. Et donc, à l'heure actuelle, le bilan, c'est un seul loup, donc le loup Akela installé dans les Hautes-Fagnes. Le loup Akela qui, entre parenthèses, alors on n'a pas su le prouver à chaque fois au niveau génétique, mais a déjà créé des problèmes au niveau de troupeaux de moutons de manière relativement restreinte, compte tenu du fait que cet individu est présent dans les Hautes-Fagnes depuis maintenant 2 ans et demi. On a eu, et on lui a attribué, on pense pouvoir lui attribuer 2 attaques dans le village de Jalais sur 3 agneaux et un bélier, et l'une ou autre attaque côté allemand également. Voilà. Mais donc, le suivi individuel, on mise beaucoup là-dessus parce qu'on pense que chaque loup a un comportement qui lui est propre, d'où l'importance vraiment de ce suivi le plus approfondi possible, sachant que pour l'instant, on peut encore se le permettre. Et que on verra comment, et c'est évidemment toute la question de l'évolution et de l'installation des loups chez nous à l'avenir. Est-ce qu'on va en avoir un tous les 5 ans ou est-ce qu'on va en avoir 5 tous les ans? C'est évidemment en fonction de cette évolution-là que l'on devra adapter notre suivi et adapter notre gestion en conséquence. Le plan de gestion, Christelle le disait, il est valable pour 5 ans.
il n'est pas figé pour 5 ans. Donc, il y a énormément de choses qui sont à faire pendant ces 5 prochaines années. Mais si à un moment donné, on voit qu'on a quelque chose qui n'a pas été prévu ou une problématique qui apparaît ou qui s'intensifie, le plan loup peut encore être adapté en conséquence. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Alors, je vais terminer sur ce cas qui illustre très bien la question des loups en dispersion. C'est ce fameux loup Billy, où vous avez en fait son origine, qui est une origine connue. C'est une meute connue en Basse-Saxe, donc dans le nord-ouest de l'Allemagne, près de la frontière des Pays-Bas. Cet animal a quitté l'Allemagne au mois fin de l'hiver pour pour traverser les Pays-Bas, arriver en Flandre, circuler en Flandre pendant environ un mois. Et puis, vous voyez qu'il y a eu ce bref passage en Wallonie où il y a eu ces 2 attaques. Et on sait qu'il est reparti parce que les jours qui ont suivi, on a eu des contacts avec nos collègues en Rhénanie Palatinat où du génotypage a pu également être fait selon les mêmes protocoles puisque nous accordons évidemment le suivi génétique au-delà des frontières. Et donc, ça nous a permis de savoir que le loup Billy, qui était un réel poison pour nous, avait quitté la Belgique. Et ça reste à confirmer, il pourrait être l'individu qui a été abattu en France après avoir, je pense, créé des dommages dans des dizaines de moutons et également dans plusieurs veaux. Voilà. Donc, grand intérêt pour nous d'avoir un suivi individuel. Vous devez comprendre surtout qu'on a eu pas mal de passages de loups jusqu'à présent, mais qu'on reste avec un seul loup et un seul mâle installé dans les Hauts-de-Seine pour l'instant, mais qu'on suit de manière très attentive l'évolution de la situation. Voilà.